et les téléspectateurs qui avaient souhaité voir Gros Plan aller à la rencontre de M. Issa Badarou Soulé, ancien directeur général du port autonome de Cotonou, pour avoir sa version des faits sur ce qui lui était reproché. À l'époque, la chose n'était pas possible en raison de ce que le contentieux était encore pendant devant la justice. Heureusement, le 10 mai dernier, la Cour suprême a vidé définitivement le contentieux qui l'opposait au port autonome de Cotonou. Il a été lavé de tout soupçon et son honneur, l'honneur de sa famille. L'intérêt que nous avons pour ce dossier dépasse donc la simple personnalité de M. Issa Badarou Soulé. Il va au-delà des petits intérêts. Notre intérêt réside dans le fait que le port autonome de Cotonou est quand même le poumon de notre économie, de l'économie nationale. Et de ce fait, tout débat qui tourne autour d'un point stratégique comme celui-là ne devrait laisser personne indifférente, surtout pas nous les journalistes. Nous avons réussi à faire venir sur ce plateau M. Issa Badarou Soulé, que vous connaissez très bien. Il est l'acteur numéro 1 de ce dossier. Notre but, c'est d'avoir la vérité et surtout sa version des faits. Issa Badarou Soulé, que vous connaissez très bien, mais que je vous invite à découvrir encore à travers cet album Portrait. Issa Badarou Soulé, 48 ans, est un cadre débordant de volonté et de dynamisme qui a prouvé qu'il avait affaire au port autonome de Cotonou, évoluant du statut de chef-service à celui de directeur commercial pour enfin accéder à la direction générale du port en 1991. Issa Badarou Soulé est celui sous qui le port autonome de Cotonou a connu ses années de gloire. Pendant 6 ans, il a présidé aux destinées de ce poumon de notre économie nationale avant de tomber en disgrâce, puisqu'il sera arrêté et jeté en prison où il passa 9 mois pour enfin être libéré sans qu'aucune charge ne lui ait finalement notifiée. Intellectuel pluridisciplinaire, cet ingénieur statisticien économiste est un cadre dont la compétence est même reconnue par ses détracteurs. Cet homme svelte, à la voix fine, très prolixe, est un bon communicateur. Issa Badarou Soulé parle en plus du français, l'anglais, l'allemand et l'arabe. Musulman pratiquant, il est marié et est père de 3 enfants. Monsieur Issa Badarou Soulé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Todomé. Ça fait très longtemps qu'on vous a vu devant les médias, surtout devant la télévision. Alors, votre premier mot? C'est vrai, je voudrais d'abord vous remercier de me permettre de dire un petit mot. Il est vrai, ça fait très longtemps que vous ne m'avez plus jamais vu ici sur le plateau ou même au niveau de la radio, parce que il y avait une affaire, vous en avez parlé, l'affaire était pendante devant la justice. Il fallait tout simplement que je garde un peu mon calme, que je garde silence et que je vois la justice finir ces choses avant de parler. C'est ce qui a été fait. Voilà, vous avez vu la justice finir ces choses et maintenant vous êtes là. Monsieur Issa, 3 ans de procès et d'enquête sur Abidjan, sur Cotonou, et voilà, vous êtes blanchi depuis le 10 mai dernier. Que s'est-il passé au juste? En fait, vous savez, vous me permettez d'abord de rendre grâce à Dieu, parce que c'est très important. Je vis. Il y en a qui sont déjà morts, mais je dis, je remercie Dieu. Et ceci étant, je voudrais aussi rendre hommage, disons, à tous ces hommes de loi qui, au-delà de tout soupçon, se sont battus pour mettre en exergue la vérité. Et cette vérité, nous le disons, finit toujours par triompher, quel que soit le temps. Ceci étant, que s'est-il passé? Au fait, il s'est passé que... Quelque chose. Il s'est passé d'abord que la méchanceté des hommes avait failli prendre le pas sur le patriotisme et sur le travail bien fait. Heureusement, Dieu est toujours là. Il veille sur tout. Dieu a voulu que la vérité triomphe et elle triomphera toujours. Et c'est pour ça que le 10 mai, comme vous l'avez dit, le 10 mai, la Cour suprême a tranché. C'est un non-lieu. Cela prouve très bien qu'au fait, il n'y avait pratiquement rien à me reprocher. Voilà, il n'y avait pas à vous reprocher quelque chose, mais quand même, il y avait des affaires. Et il y avait, on vous reprochait la mauvaise gestion du port. Beaucoup de légèreté dans ce que vous avez fait, le clientélisme. Alors, que répondez-vous? Non, je crois qu'à ce niveau, il y a une petite confusion. Il faut que les choses soient claires. Ouais. Je risque de revenir vraiment en arrière. Vous savez, moi, j'ai quitté le port le 5 mai 1997.
Si on a parlé de mauvaise gestion, le président de la République a mis sur pied une commission en septembre 1997. Je n'étais plus au port. Et là, avant que je ne parte du port, à aucun moment on a parlé de mauvaise gestion. Dans tous les cas, on ne m'a pas fait partir du port pour mauvaise gestion. Qu'ils vous souviennent très bien qu'il y a eu plusieurs enquêtes. D'abord, le ministre, à l'époque, avait fait ses enquêtes. L'inspection générale des services avait fait ses enquêtes. À ce niveau, il n'y avait rien à me reprocher. La commission d'enquête parlementaire qui a travaillé avec 9 membres sur plus de 9 mois, vous connaissez les résultats de cette commission-là. Tout le monde le sait, ça a été publié. Vous savez qu'à ce niveau, malgré tout cela, on n'avait pratiquement rien à me reprocher, mais on avait voulu d'un changement. Je n'en disconviens pas, c'est tout à fait normal, je suis parti. La commission d'enquête qui a été mise sur pied par le chef de l'État, c'était en septembre 1997, et le relevé est là. Voilà. Je n'étais plus là. Le relevé est là, mais on a voulu tout simplement, disons, mettre mon nom dans cette histoire, mais dans tous les cas, je crois que la justice a tranché. Mais je peux aller beaucoup plus loin, puisque vous avez parlé d'affaires, de mauvaise gestion. Au fait, je vous dis tout de suite, de clientélisme. Il n'y a pas eu de clientélisme à mon temps. Il n'y a pas eu de mauvaise gestion. Qu'ils vous souviennent, j'ai été nommé le 23 octobre 1991. C'est ça. Le port autonome de Cotonou était presque en cessation de paiement. Et avant cela, on est allé jusqu'à faire un abattement sur le salaire, un abattement de 25% sur le salaire des agents. Mais je suis arrivé, vous savez, avec l'équipe que j'avais eu à mettre au point, vous savez ce que cela a donné. Le trafic déjà tournait autour de 900 000 tonnes. Nous sommes passés à plus de 2 500 000 tonnes avant que je ne parte. Le chiffre d'affaires tournait autour d'1,5 milliard, 2 milliards. Nous sommes passés à plus de 6 milliards avant que je ne quitte le port autonome de Cotonou. Je crois que là, on ne peut pas me parler, disons, de mauvaise gestion. Et nous avons, d'une manière générale, des sessions du conseil d'administration par an au niveau du port autonome de Cotonou. Il y avait aussi la Banque mondiale qui faisait un travail d'audit régulièrement, au moins une fois par an, au niveau du port autonome de Cotonou. Je ne pense pas. Il y a peut-être des gens qui avaient d'autres intentions. Et c'est ce qui se passe les gens étaient contre les gens. Je ne dirais pas les gens étaient contre les gens. Les gens voulaient peut-être une place. Voilà. Et il fallait maintenant jeter l'opprobre sur d'autres. Voilà, mais au-delà de cela, je crois que moi, je ne me mets pas dans cette bande-là. Je me mets au-dessus de tout cela. C'est le travail qui a été fait qu'il faudrait juger. C'est ça. Alors, vous vous mettez au-dessus de cette bande, c'est vrai. Il y a quand même l'affaire des 450 millions que vous avez frauduleusement attendu. Hein? Je suis désolé. Et puis, il y avait l'affaire Sugopi. Je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Vous savez, d'une manière générale, il faut que les gens comprennent bien les dossiers avant de se prononcer. On ne se met pas en l'air pour bavarder. Je disais tantôt que le port autonome de Cotonou était pratiquement en cessation de paiement quand j'ai été nommé. Tout à fait. C'est clair. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai redynamisé les activités. J'ai fait connaître le port de Cotonou à travers le monde. Et à partir de là, nous avons commencé à avoir un peu de trésorerie. Trésorerie, qu'est-ce qu'on avait dans le temps? On avait environ 600 millions de trésorerie. Et je vous dis, 5 ans auparavant, on n'avait pas fait les travaux de réfection du port. Vous voulez qu'on laisse les quais tomber? Et qu'est-ce que Cotonou va devenir? À partir de là, on a fait un programme de réhabilitation. Mais il nous manquait de l'argent. C'était en ce moment que nous avons pu rassembler, disons, une liquidité de 600 millions. Et quelque temps avant la dévaluation, il y avait les experts de la Banque mondiale qui arrivaient au niveau du port de Cotonou, qui m'ont soufflé qu'il y aurait la dévaluation dans quelques semaines ou dans quelques mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour un bon gestionnaire? Sauvegarder le peu que nous avons pour que cela puisse aller. Ce n'était pas dans ma poche que je faisais les choses. Alors là, j'ai informé mon ministre et c'est ainsi que le port autonome de Cotonou a ouvert un compte en France et nous avons envoyé l'argent. Nous l'avons envoyé par transfert, ça a pris par les banques. Ce n'est pas dans une valise qu'on a amené les choses là. C'est allé là-bas. Et quelques temps après, il y a eu la dévaluation. Les 600 millions sont devenus 1,2 milliard, toujours au niveau du compte du port. Nous n'étions même pas encore prêts pour lancer l'appel d'offres pour la réhabilitation de ces infrastructures. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour un bon gestionnaire? J'ai demandé que cet argent soit placé. Ça a été placé au niveau de ces banques et on a fait le point à un moment donné, c'était devenu 1,594 milliard. C'est dans les comptes du port. Le bilan est là. Les documents financiers sont là. C'est devenu 1,594 milliard. À un moment donné, le taux d'intérêt au niveau de la France a chuté. C'est passé à 3%. Les mêmes experts m'ont dit, écoutez, il y a une structure à Abidjan qui fait du 10%. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je voudrais être un peu prudent.
J'ai appelé le directeur financier, qu'est-ce que nous avons comme point au niveau de la France? C'est ainsi que le point a été fait et on s'est rendu compte que les 600 millions étaient devenus 1,594 millions. Avec la dévaluation, avec les intérêts. Bien sûr, avec la dévaluation, les intérêts, on est passé je dirais même au triple pratiquement. On est passé de 600 millions à 1,954 millions. Et 1,594 millions, pardon. À partir de là, le bénéfice qu'il y avait, c'était à peu près 900 millions. Tout à fait, ouais. Nous avons tout simplement demandé à la banque de prélever la moitié, c'est-à-dire 450 millions, d'envoyer à ces structures-là à Abidjan. Ce n'est même pas venu à Cotonou. On n'a pas mis ça dans une valise. C'est un transfert qui a été fait directement. Est-ce que le papier existe? Les papiers existent bel et bien. Ça existe au niveau du port? Ça existe au niveau du port, je vous dis. Ça, c'est clair. Ça existe au niveau du port. Et puis, il y a une chose, à quelque chose, malheur est bon. La commission d'enquête parlementaire, puisque les commissaires demandaient en ce moment que je leur fasse 9 copies de tous ces documents, parce qu'ils ont eu tous ces documents-là. J'avais une copie de cela, de ce que je leur remettais. Voilà. Et je puis vous affirmer encore aujourd'hui que ces papiers existent bel et bien au niveau du port autonome de Cotonou. C'est ainsi que nous avons fait le transfert de ces 450 millions et nous avons exigé alors qu'il y ait une convention. La convention a été très claire, c'est que le port devrait bénéficier de 10% d'intérêt par an. Mais c'était en ce moment-là qu'on avait commencé, disons, à me faire un peu de la misère. Commission d'enquête par-ci, commission d'enquête par-là. Monsieur Issa, est-ce que vous deviez seul prendre la décision ou bien votre président, le président du conseil d'administration, tout au moins devait être informé? Alors, comment ça se fait, la gestion au niveau du port? Je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui, au fait, ignorent l'existence de la loi 88-005. La loi 88-005 est assez claire. Mais au-delà de cela, je voudrais vous dire une chose. C'est que là, nous avons commencé ces placements-là quand? En 1993. C'est ça. Et tous les ans, nous faisons 2 sessions du conseil d'administration. Tous les documents financiers sont étudiés. Je vous dis, je suis parti du port en 97. Imaginez-vous, de 93 à 97, nous avons 4 ans. Ça veut dire 8 sessions de conseil d'administration. Tous les documents ont été étudiés. Pouvez-vous me dire que les administrateurs qui ont étudié les documents 8 fois, vous imaginez que ces administrateurs n'ont alors rien étudié? Je crois que ça, c'est de l'injure à ces administrateurs si on prend les choses comme ça. Alors, revenons. Donc, les 450 millions ont été envoyés à Abidjan. Abidjan. Normalement, à Abidjan. La structure dans laquelle c'était envoyé, c'était Raymond et compagnie. Et je vous dis, à ce niveau, moi, je n'ai même pas mis pied à Abidjan. Je n'ai pas rencontré les responsables de la structure. C'est juste par écrit que tout ça a été fait. La convention a été envoyée par DHL, ça a été signé, une copie a été envoyée là-bas. Nous avons gardé une copie qui se trouve bel et bien au niveau du port autonome de Cotonou. Et là, on n'avait pas encore fini l'échéance avant que, au niveau du port, les commissions d'enquête par-ci par-là ne commencent. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, déjà en novembre, donc quelques mois avant la fin, disons, de ce contrat, j'ai écrit à la structure pour demander à ce que le contrat ne soit plus renouvelé. Ça veut dire à la fin, disons, du contrat, qu'on envoie et les intérêts et le principal au niveau du compte du port. Avec tout ce qui s'est passé, moi je suis parti du port autonome de Cotonou. Veut-on que je continue encore de me mixer encore dans les affaires du port? Non. Mais je crois que non. Alors, Raymond et compagnie était une société financière, mais qui venait de naître, qui n'avait même pas une existence juridique, paraît-il. Je suis désolé. Parce que il vaut mieux parler de ce qu'on maîtrise. Alors, donc là, a priori, écoutez, je vous donne un exemple très simple, parce qu'il n'y a pas que ça que j'ai eu à faire. Prenez le cas d'Ecobank. Ecobank, le port a eu à acheter des actions pour 150 millions. Nous ne sommes pas allés là-bas demander, écoutez, qu'est-ce que vous avez, quand est-ce que vous avez les papiers, quand est-ce que vous allez naître, quand est-ce que souscrit des actions. On a souscrit des actions. Ça se fait normalement. Et là, aujourd'hui, on n'en parle pas. Le port a déjà eu plus de 600 millions de dividendes. Et le principal doit être encore là. Nous l'avons fait dans plusieurs structures. C'est comme ça que cela se fait. De toutes les manières, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. Il doit être un visionnaire. Il doit anticiper. Et je crois que c'est un peu cela que beaucoup de gens n'avaient pas compris. Mais au fait, cette histoire, je parlais tantôt de cette commission quand on disait mauvaise gestion et autres. Je peux vous sortir le relevé du Conseil des ministres qui a eu à trancher la chose. Entre autres, je vous dis, moi je suis parti du port autonome de Cotonou le 5 mai, mais mon exercice, mon dernier exercice a été déjà approuvé. J'ai eu le quitus, aussi bien du Conseil d'administration que du Conseil des ministres. C'est là, c'est bien clair, ça a été approuvé. À partir de là,
qu'on fasse ça et qu'on revienne encore sur des choses qui n'existent pas. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où moi je partais du port, une semaine après, on devrait tenir, disons, le conseil d'administration, la session du conseil d'administration. Celui qui m'a remplacé a estimé, bien que ce ne soit pas son exercice, a estimé qu'il voudrait voir d'abord les documents. Il a vu les documents, il semble qu'il a demandé un report, et c'est ainsi qu'il a commis un cabinet pour que les choses soient revues, avec des instructions précises. Malheureusement, c'est à ce niveau des choses qui, au fait, devaient être amorties sur plusieurs années. On a demandé à ce que tout soit amorti juste sur l'année 96. On a construit un hangar à l'intérieur du port. On a réfectionné une route. On a réfectionné les navires qui sont au niveau du port, les remorqueurs et autres. On demande que tout ça soit mis sur l'exercice 96 juste pour montrer que l'exercice est déficitaire alors qu'au fait, l'exercice est bénéficiaire. Voilà un peu. Et là, dans cette manœuvre-là, ce qui est dommage, on a demandé à ce que les 450 millions soient mis en perte et profit. Quelle idée! Écoutez, un banquier ne ferait pas ça quand même. Si quelqu'un vient chez vous, il fait un prêt par exemple, je vais encore plus loin, il fait un prêt à votre niveau, et à la fin, il n'a pas encore remboursé, vous demandez qu'on mette ça en perte et profit. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'autre qui est venu prendre l'argent chez vous? Ça veut dire que vous avez effacé un peu ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas moi, le conseil des ministres... Et puis vous pouvez prendre ça après. Naturellement, ça, c'est celui qui le fait. Celui qui le fait. Mais je dis, c'est peut-être fait, disons, sans trop réfléchir aux conséquences de la chose. Et là, le Conseil des ministres, le relevé du Conseil des ministres qui a parlé de cette commission d'enquête que le président de la République a dépêchée en septembre 1997 au port autonome de Cotonou a été clair. Ça a été mis que ce montant a été mis en perte et profit, alors c'est un détournement. Donc c'est l'acte plutôt. Et là, il y a plusieurs choses qu'on a eu à marquer là-dedans. Mais je suis surpris. Oui, monsieur le DG, vous êtes seul à partir du port, il y a quand même votre directeur financier, il y a des comptables, il y a des cadres qui sont restés. Ces cadres ne sont pas au fait de tout ce que vous faisiez à l'époque, de ce transfert? Bien sûr, puisque là, quand on m'a arrêté, en même temps que moi on a arrêté le directeur financier, qui a été aussi blanchi. C'est ça. Mais bien sûr. Bien sûr, de toutes les manières, on en voulait peut-être à ma personne, mais moi, je n'en fais pas un problème. On a embarqué plein de gens là-dedans, la justice a tranché, je rends grâce à Dieu. Voilà ce que je dirais. Mais maintenant, quand vous prenez ce relevé-là, et à partir de ce relevé, c'est le relevé 53, c'est à partir de ce relevé qu'on porte plainte contre moi. Et on écrit bien, conformément, c'est celle qui était directrice générale du port autonome de Cotonou, Madame Goudjo Ginette. Voilà. Et là, je vous dis, c'est assez grave quand même parce qu'on tord le cou à la vérité. C'est ça. Parce que là, on écrit, au niveau de la plainte qui a été adressée au procureur, on dit, suite aux conclusions de la commission ad hoc chargée de vérifier la véracité des actes de mauvaise gestion et de corruption au port autonome de Cotonou et objet du relevé des décisions administratives numéro 53 du 24 novembre 1997, j'ai l'honneur, au nom du port autonome de Cotonou, de porter plainte contre Issa Badarou Souley. Là, ça ne concerne pas Issa Badarou Souley. Je suis désolé. Et là, parce qu'au niveau de ce relevé, le relevé 53 qu'on a eu à exhiber parle de beaucoup de choses. Mais là, je ne comprends pas qu'à ce niveau-là, on laisse tomber, on se mette à attaquer Badarou. Je ne comprends pas. Parce que là, c'est bien clair. Au niveau de la gestion financière, premier grief, c'est écrit. Non-respect des règles de passation des marchés. Ça, en septembre 1997, c'était Badarou. Pratique de surfacturation. Paiement abusif d'indemnité. C'est là qu'on met un placement de 450 millions. Et là, s'agissant de ce transfert illicite, le directeur général du port autonome de Cotonou a fait une provision pour perte et charge de 450 millions, ce qui montre que cet argent n'est pas récupérable. Il s'agit là d'un détournement. C'est ce qui a été dit. Et je ne comprends pas qu'on porte plainte contre moi. Mais je dis une fois encore, je garde, disons, mon calme. Oui, alors, monsieur Issa, quelle est la situation des 450 millions au jour d'aujourd'hui? Je ne suis plus au... Oui, mais est-ce que le port a quand même récupéré son argent? Je crois que au moment où on m'avait incarcéré, j'ai lu beaucoup de journaux où toutes les choses avaient été précisées. Les avocats étaient partis à Abidjan, ils ont amené des papiers, tout ça. Ça a été publié, tout le monde a vu. Mais ce qui est dommage, c'est que au niveau du port autonome, on a tous ces papiers. Pourquoi on ne les sort pas officiellement au niveau de la justice pour montrer qu'on a pu récupérer ceci, on a pu récupérer cela? C'est ça qui est un peu dommage. On a récupéré les 450 millions avec des intérêts. Je suppose, dans la mesure où quand vous faites le point, puisqu'il y a dans les journaux qui avaient été publiés dans le temps, un compte rendu qui a été fait par la directrice générale au conseil d'administration où elle précisait tout ce qui a été retiré, tout ce qui a été saisi et il faisait tout le point.
À ma connaissance, ce que j'avais vu dans les journaux, le tout faisait 519 millions. Cela veut dire que le port a gagné un peu. C'est ce que cela suppose. Et cela veut dire que le port est rentré en possession. C'est ce que cela veut dire, c'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est encore des courriers qui ont été signés par les responsables du port. Mais là, moi, je ne suis plus directeur général du port autonome. Je ne peux pas aller vous sortir ces documents, mais c'est dans les journaux que j'ai lu ça, mais signé avec des signatures. C'est ça. Alors, M. Issa, voilà, donc les 450 millions, vous n'avez jamais... ça me fait même rire, ça ne peut même pas être un détournement. Vous avez au contraire mis de l'argent en France, ça pour des intérêts, tout ça. Là, vous n'êtes plus directeur du port, vous ne parlez que de ce qui vous concerne. Mais et là, je ne comprends pas que là, on ne me parle pas de tout ce qui a rapporté ceci ou cela, parce qu'on est parti de 600 millions pour avoir tout ça là. On a placé ici au niveau de Ecobank 150 millions. On a déjà eu au niveau du port plus de 600 millions de dividendes. On n'en parle pas. J'étais parti là en Hollande, moi, avec mes propres frais, pour négocier avec les autorités là-bas où on nous a donné 1,5 milliard. C'est ça qui a permis d'acheter les 3 bateaux au niveau du port. Le remorqueur, la pilotine et la vedette, là, c'est ça qui a permis ce qui a été inauguré, disons, par mon successeur après. Mais tout ça, là, on n'en parle pas. Mais je n'ai pas mis l'argent dans ma poche. J'ai été négocié. C'est à mes frères que j'étais parti là-bas. Là. Alors, est-ce que vous êtes en droit d'aller à vos frais travailler pour le compte de vos sociétés? Naturellement, quand vous aimez ce que vous faites. Ça, c'est au-delà de la société. Moi, je travaillais pour le pays. Et je continue de le faire. Quel que soit là où je me retrouverai, je continuerai de travailler pour le pays. Parce qu'il y a une chose que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est clair. Quelle que soit votre force dans votre pays, si votre pays est petit, vous êtes petit. Maintenant, si vous êtes négligeable dans votre pays et que votre pays est grand, vous êtes grand vis-à-vis de l'extérieur. À partir de là, œuvrons pour que notre pays soit grand. Et ça, je dis, partout où je serai, je me battrai pour que mon pays soit grand. Je le ferai à ma manière. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait beaucoup de choses là. Disons, l'équipe que je constituais a eu à faire beaucoup de choses quand même au niveau du port. Voilà. Alors, il y a cette affaire de Sugopi aussi, une société qui, paraît-il, que vous avez créée de toutes pièces avec les autorités dans le temps pour succès le port. Je suis désolé. On fait trop de procès d'intention. Ouais. On fait trop de procès d'intention. Oui, mais c'est une tribune pour avoir la vérité, monsieur Issa. On fait trop de procès d'intention quand les gens disent « Oui, vous avez fait ci avec les autorités dans le temps. » Non, non, non. Il ne faut pas que les gens exagèrent. Mais alors, avant que ce ne soit créé, qu'est-ce qui a été fait? Il faut que ce soit très clair. Il faut que les choses soient claires. Je vous dis, il y a déjà, en décembre 91, une lettre que j'ai envoyée au président du conseil d'administration pour expliquer le système que j'avais vu au niveau de Marseille qui pouvait nous arranger énormément. C'est ça. Et l'accord a été donné pour que nous puissions le faire. C'est clair, les lettres existent encore. Après ça, nous avons organisé un séminaire national. Tous les acteurs portuaires avaient assisté à ce séminaire-là. Parce qu'en fait, le système ne concerne pas que le port autonome. Il concerne d'abord tout le port de Cotonou, c'est-à-dire le port autonome, la SOBEMAP, les consignataires, les transitaires, les douaniers les et chargeurs, autres, les chargeurs, tout cela. Et au-delà de ça, il y a aussi les transporteurs. Si on va beaucoup plus loin encore, parce que c'est un système qu'on devrait installer au niveau des frontières pour éviter les fraudes, parce que ce système permet aussi de faire l'appurement automatiquement. Qui vous souvienne, peut-être vous avez oublié, mais moi je n'ai pas oublié, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passait dans le temps? Je vous ai dit quand j'ai été nommé, il y avait énormément de difficultés. Donc il fallait essayer d'imaginer, disons, un processus permettant de renflouer les caisses du port, parce qu'il y avait trop de déperdition. Les navires, il y en avait qui rentraient, qui sortaient comme des aiguilles. Les gens ne payaient pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais que là, on ne pourrait pas corrompre la machine. Il fallait alors tout informatiser. J'ai vu le système ailleurs. Je dis, faisons ça, améliorons encore le système. Et ce système, je dis, nous avons fait un séminaire national ici à Cotonou. Et nous avons retenu les grandes lignes de la chose. Tout le monde, a priori, je dis bien a priori, parce que ça c'était théorique, avait adhéré à la chose. Nous avons démarré, mais nous avons connu tout un tas de problèmes. Ce qui a été retenu, c'est que la structure ici à Cotonou, nous avions demandé que ce ne soit pas la structure mère qui se trouve en France qui gère totalement les choses ici. Nous voulons participer efficacement à la chose et nous avons au niveau de la convention que nous avons signée avec la structure mère, que la structure béninoise soit créée et que les acteurs portuaires soient en même temps actionnaires dans cette structure-là. C'est à ce niveau que nous avons connu tout un tas de problèmes. Tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce ministère-là ont connu ce problème, ont eu à faire des réunions avec tous les acteurs, où tantôt on dit oui, on va le faire demain, on va le faire après-demain. Chacun essayait de tourner. C'est ça qui a
fait retarder, disons, les choses jusque-là. Même la chambre de commerce, je vous dis, à un moment donné, la chambre de commerce aussi a participé à ça, même au niveau du notaire. La chambre de commerce avait même déposé déjà, disons, sa quote-part, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le ministre a fini par dire, écoutez, ces structures n'ont qu'à se créer automatiquement, et après les autres vont la rejoindre. Mais au fait, quel était leur problème? Les choses sont très... Au niveau du port, je vous dis, il y a trop d'intérêt en jeu. Mais moi, je vois avant tout le pays. C'est notre pays à nous tous. Personne ne viendra d'ailleurs construire cela. C'est nous-mêmes qui devions construire cela. Je vous disais tantôt, au niveau du port, je prends le cas du port autonome de Cotonou, juste pour les comptes d'escale, c'est-à-dire ce que les gens doivent payer pour les navires, les prestations concernant les navires. Il y avait des navires qui rentraient et qui sortaient sans que les gens payent. C'est ça. Je dis, il faut mettre fin à cela. OK. Pour mettre fin à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce système informatisé, avant même que le navire n'arrive au port de Cotonou, tout est déjà signalé. Donc, nous savons que le navire arrive. Automatiquement, le port autonome est informé, la SOGIMAP est informée, tous les acteurs sont informés. Le navire arrive, on fait les prestations et la facturation se fait automatiquement. La première année, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions jusque-là, disons, un chiffre d'affaires concernant le compte d'escale de 200 à 250 millions. L'année où on a eu à installer ce système, nous faisions, disons, une prévision de 350 millions. Mais quelle n'a pas été notre surprise à la fin de l'année quand on a fait le point? Nous avions eu, concernant le compte d'escale, nous avons eu 1,81 milliard au lieu de 250 à 300 millions. Imaginez-vous un tout petit peu ce que ça fait pour les caisses du port de Cotonou. Et là, tout ce que ça peut apporter pour les autres structures qui se seraient raccordées au système. Puisque là, on a développé cela, on est allé au niveau des marchandises aussi. Vous savez, le CNRTP par exemple, il y a un décret qui demande à ce que les importations de matériaux de construction soient frappées d'une certaine taxe. Mais encore faut-il maîtriser ce trafic pour pouvoir facturer. Avec ce système, le CNRTP a commencé déjà par percevoir quelque chose. Au niveau du CNCB, quand le CNCB s'était raccordé à ça, j'ai demandé des explications à ce niveau-là en tant qu'autorité portuaire dans le temps. La première année, disons le premier mois, pardon, il y a eu le chiffre d'affaires concernant, disons, les opérations au niveau du port pour le conseil des chargeurs qui a été multiplié par 3. Je crois quand même que c'est quelque chose. Et là, nous étions en train d'aller plus loin pour impliquer la douane, impliquer tous les consignataires et autres. Mais à un moment donné, j'ai dit, cela ne suffit pas seulement. Il faut maintenant, à la sortie du port, qu'on installe le système de telle manière qu'au niveau de la sortie aussi, il n'y aurait plus de fraude. Et là, ça résout beaucoup de problèmes. D'abord, problème financier, nous en aurons plus. Problème de sécurité. Parce que le port autonome a quand même cette lourde charge-là de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens. C'est ce que nous avons eu à faire. Mais je sais, ça a entraîné tout un tas de tollés. Parce que d'une manière générale, pendant que vous organisez les choses, il y en a qui ne veulent pas de l'organisation. Et j'ai compris cela. J'ai dit que c'était un sacrifice que je faisais. Mais je suis quand même désolé que les gens, juste pour détruire le système, se mettent à raconter ci ou ça. Si tel était le cas, écoutez, on a fait partie de la structure. Pourquoi ne mettons pas alors au point une autre structure qui ferait au moins les mêmes prestations? La structure est partie. La structure est partie, vous êtes dans le pays. Ah, je ne suis pas au port. Ah bon, ok, je ne suis pas au port non plus, mais j'ai entendu, j'ai lu au niveau des journaux. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas au point une autre structure? Qu'on fasse ce qu'on veut, mais tout ce qui est important, c'est qu'on arrive à mettre une structure permettant de contrôler les choses. À partir de là, je vous assure tout. Donc les gens sont revenus à la méthode manuelle. Bien sûr, faites un tour là-bas. De toute la manière, moi, je ne suis plus allé au port pour savoir ce qui se passe. Mais je dis, je suis quand même désolé. Posez la question un peu aux usagers, ils vous diront. Parce que le système informatisé, le système, d'abord, c'est un système global et intégré. Donc, à partir de là, déjà, on pouvait faire beaucoup de choses. On avait envisagé beaucoup de choses. Un dossier a été fait par rapport à ça là. On en a discuté même au niveau de la présidence de la République. Il y a eu un gros dossier sur ça là. Je ne comprends pas que les gens veuillent tordre le cou à la vérité juste pour pouvoir passer au travers de tout ça là. Mais je dis, une chose s'impose aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent cela. Il y a des problèmes financiers. Nous voulons mettre fin à la corruption. Nous voulons mettre fin à la fraude et tout ça là. Je dis, on ne peut que passer par un système informatisé qui soit global et intégré, qui intègre toutes les structures qui opèrent à ce niveau. Parce que notre idée dans le temps, c'était de faire non seulement de l'argent, ensuite gagner du temps, parce que pour l'homme d'affaires, le temps, c'est de l'argent. Si on arrivait à mettre au point ce système-là, il était prévu qu'on fasse même le raccordement avec les banques, de telle manière que l'importateur de chez lui déjà peut faire toutes ces opérations. Il saura quand est-ce que son avis arrive.
quelle est la marchandise qu'on lui a envoyée, qu'est-ce qu'il doit payer. Il appelle le transitaire. Le transitaire de son bureau fait toutes les opérations. Déjà, il n'a pas besoin d'aller voir, disons, l'acteur portuaire, le douanier, le portuaire, etc. Il fait tout à ce niveau. Et là, vous savez très bien qu'avec la machine, on ne peut absolument rien négocier. Et vous pensez que ce système-là puisse marcher? Et pourtant, il faut en arriver là. Oui. Il faut en arriver là. C'est un système qui, techniquement, marche et devrait marcher. Il suffit tout simplement qu'il y ait la volonté. Écoutez, si on arrive à faire cela, qu'est-ce qui gênerait alors, si on arrive à renflouer les caisses de ces structures-là, qu'est-ce qui gênerait qu'on augmente les salaires? De telle manière qu'il y aurait une bonne répartition du fruit des choses, au lieu que certains soient dans un coin, prennent, et que d'autres n'aient pratiquement rien, et encore prennent d'une manière pas gaie. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie de restituer les choses dans ce sens. Alors, que ça s'appelle Sogopi ou quoi, il faudrait vraiment, vous pensez que le système, voilà, ben là, la Sogopi est partie, on a dit que Sogopi c'était une affaire de Issa Badarosolé, c'est une affaire de qui ou de quoi, et puis, bon, voilà, on est retombé dans la situation longtemps. Monsieur Badaro, c'est vrai, vous n'êtes plus au port. Les nouvelles qui vous parviennent du port sont-elles rassurantes? Il y a quand même 3 directeurs généraux qui sont venus après vous. Vous avez un de vos anciens collaborateurs qui est là maintenant. Est-ce que vous avez de temps en temps, vous échangez pour voir vos petits conseils? Avant que je ne réponde à ça, je voudrais dire ceci. Ces genres de choses, ceci appartient à ci ou ça, j'ai trop connu cela. Et j'ai compris, quand vous êtes à un poste donné et que vous voulez travailler, que vous vous battez, il y a toujours des détracteurs. Moi, je prends ça, mais je balaye tout ça là du revers de la main. Ce n'est pas un problème. Dans ce pays, j'ai été nommé. Un an après, on a crié partout que Bétresco, c'était ma propriété. Le président de la République avait eu à faire une visite au niveau du port. Les gens manifestaient pour dire Bétresco, c'était pour moi. Je n'ai même pas un franc dans Bétresco. Je ne sais pas. Pour moi, tous ceux qui veulent travailler, là, nous sommes tous des Béninois. Les gens qui veulent travailler, qui veulent faire en sorte que ce port soit le premier des ports de la sous-région, je vous dis, ça, je suis d'accord avec eux, je vais dans le même sens. Pour revenir maintenant à votre question, je vous ai dit, ça fait quelques années que moi, je me suis retiré. Je me suis retiré pour une raison très simple. On a porté plainte contre moi. À partir de là, j'ai voulu laisser la justice faire son travail. Je ne me suis plus immiscé dans les affaires du port. Maintenant, il appartient aux usagers de vous dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Voilà ce que je pourrais répondre. Mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous posez la question aux usagers, ils vous diront. Moi, je voudrais tout simplement, parce que dans le temps, on avait initié beaucoup de choses. J'estime que c'est un travail d'équipe, ce qui a été fait. Si Oryx est là aujourd'hui, c'est nous. C'est nous qui avions donné l'autorisation dans le temps à Oryx. Ça ne vient pas de maintenant. Si Maes, là, est là, c'est nous. Vous savez, dans le temps, il y a même eu des manifestations. Oui, Badar, on ne doit pas faire ci. Mais écoutez, je le faisais pour le pays, je ne le faisais pas pour moi. Parce que c'est ça qu'il fallait. Nous avions dit qu'il fallait faire en sorte que le port de Cotonou soit le grand port de connexion de la sous-région. Donc tous les gros navires devraient arriver à Cotonou et c'est à partir de là qu'on ferait la distribution au niveau des autres ports. Le port de Cotonou devrait être le port principal. Nous nous sommes tout le temps battus par rapport à cela. Nous avons mis au point aussi le VTS. Ça, c'est pour la sécurité de toute la côte. Ce n'est pas seulement pour le port de Cotonou, de toute la côte. Parce qu'à partir de là, vous pouvez savoir... Le VTS, c'est quoi? C'est le Vessel Traffic System. C'est un système de radar informatisé qui permet de voir tout ce qui se passe au niveau de la côte. Tous les navires qui arrivent, s'y aller ou pas s'y aller, vous voyez ça déjà là. Le radar détecte cela et vous avez toutes les informations concernant ce navire-là. Si entre-temps des pirates passaient, vous avez les informations. Les trafiquants passaient, vous avez toutes les informations. Vous contrôlez toute cette zone-là. Je crois quand même que c'est intéressant. Et dans le temps, j'étais allé plus loin. Parce qu'on avait saisi même le ministère de la Défense pour dire, écoutez, nous sommes en mesure de faire une extension chez vous, puisque la marine militaire est juste en face là, du port de pêche. Nous allons mettre à votre disposition l'extension de ce système pour que vous puissiez